d'installation d'une fièvre non chiffrée, assez des frissons et d'installation d'un déficit moteur de l'hémicorps droit un jour avant sa consultation. Le tout évolue dans un contexte d'altération modérée de l'état général. L'examen clinique a montré un patient qui était conscient, aphasique, donc avec des conjonctives légèrement décolorées, une fièvre à 39, donc sans signe fonctionnel d'islam, donc pas d'angoisse, pas de dyspnée, pas de syncope, ni de palpitation, avec une pression artérielle qui était à 10,5, une fréquence cardiaque à 95 battements par minute, sans signe d'insuffisance cardiaque. Donc, le reste de l'examen clinique a montré donc la présence de deux souffles, un souffle diastolique au foyer aortique et un souffle mitral au foyer, un souffle systolique au foyer mitral, donc 4/6. Donc, l'examen pleuropulmonaire abdominal et cutanéo-muqueux était sans particularité. L'examen neurologique a montré un patient qui était conscient, aphasique, avec une hémiplégie droite, avec une motricité à 1/5, sans trouble de déglutition et présentant une paralysie faciale. La recherche du port d'entrée montrait un mauvais état bucco-dentaire. Donc, à l'ECG, donc, on note une tachycardie sinusale sans autre particularité. Donc, comme conclusion, donc, il s'agit d'une hémiplégie droite fébrile chez un patient âgé de 37 ans, suivi par un RA1 avec une notion de valvulopathie rhumatismale. Dans l'examen clinique, on retrouve deux souffles de régurgitation au niveau donc, mitral et aortique et un ECG montrant une tachycardie sinusale. Donc, un diagnostic à évoquer. Donc, le premier diagnostic qu'on a évoqué, c'est une endocardite infectieuse compliquée d'AVC ischémique devant les critères suivants. Donc, devant la notion de RA1, de valvulopathie, la fièvre prolongée, le souffle cardiaque, le déficit moteur. Pour un deuxième diagnostic à évoquer, donc, nous pensons à un AVC ischémique compliqué d'une plombésie d'inhalation. Donc, mais ce qui est contre, donc, c'est l'examen pleuropulmonaire qui était contre, la fièvre qui est prolongée, et bien sûr, la chronologie des symptômes, donc, notamment dans un AVC ischémique compliqué d'une plombésie d'inhalation. Donc, la fièvre, elle va suite à l'AVC ischémique. Et dans notre cas, c'est le contraire. Donc, une fièvre prolongée qui a précédé donc, la notion de déficit. Une infection du système nerveux central peut aussi être évoquée devant le déficit moteur. Donc, le caractère de fièvre, il est contre ce diagnostic. Donc, vu que les infections sévères donc, du système nerveux central, donc, notamment une méningoencéphalie, que ce soit virale ou bactérienne, va faire une fièvre donc, qui est dans la phase aiguë. Par contre, une méningoencéphalie tuberculeuse donc, peut faire donc, le tableau d'une fièvre prolongée associée à un déficit moteur. Alors, donc, sur le plan biologique, donc, un bilan a montré, donc, pas de trouble hydroélectrolytique, fonction rénale qui est correcte, un DBL 148, pas de cytolyse hépatique, donc, une hyperleucocytose après donase PNN, avec une CRP qui est élevée, avec une VS élevée, ferritinémie élevée, donc, un bilan d'hémostase correct, des sérologies négatives, donc, une bandelette urinaire qui est négative, avec, à l'hémoculture, donc, la présence, donc, de deux hémocultures positives à germe Gemella morbiorum. Donc, une ETT a été réalisée, donc, qui a montré la présence d'une grosse végétation aortique, donc responsable d'une perforation de la cuspe gauche donc de l'aorte avec une fuite aortique sévère et une sténose moyennement serrée. Donc, sur la coupe petit axe centrée sur la valve aortique, on note la présence d'une bicuspidie aortique type 0 latérale. Donc, sur la coupe 4 cavités, donc, on note la présence d'un abcès au niveau de la grande valve mitrale qui est responsable d'une perforation et d'une IM sévère à cette coupe. Voilà. Alors, donc, une TBM cérébrale a été réalisée qui a montré un aspect d'AVC ischémique sylvien profond gauche, d'allure subaiguë. Voilà, c'est ici. Alors, donc, notre diagnostic, donc, il s'agit d'une endocardite infectieuse mitro-aortique, donc, sur bicuspidie aortique, compliquée de double fuite mitro-aortique sévère et un AVC ischémique sylvien gauche, qui est un patient de 37 ans suivi pour un RA. Alors, pour parler de l'endocardite infectieuse comme définition, donc c'est une infection d'une ou de plusieurs valves cardiaques ou de l'endocarde pariétal par un micro-organisme, le plus souvent par une bactérie ou bien une levure. Donc, pour les cardiopathies préexistantes, bien sûr, on a deux groupes. Un groupe A, donc à haut risque, donc qui contient donc, les prothèses valvulaires, les cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées, donc un matériel prothétique implanté, une chirurgie, dérivation chirurgicale et un antécédent d'endocardite infectieuse. Le groupe B, donc qui inclut notre patient, donc une bicuspidie aortique, une valvulopathie, donc IA ou IM avec un rythme aortique ou bien un prolapsus de la valve mitrale, des cardiopathies congénitales non cyanogènes et la cardiopathies hypertrophique obstructive. Alors, donc, comme un critère de Duke modifié propose le diagnostic de l'endocardite infectieuse, donc, selon les recommandations de 2015, on a les critères majeurs et les critères mineurs. Donc, les critères majeurs, donc, c'est les principaux, les hémocultures, donc, deux hémocultures positives à germe typique d'endocardite, ou bien, donc, plus de deux hémocultures positives à prélevées à 12 heures d'intervalle, ou bien 3 hémocultures positives sur 4, donc, qui sont prélevées à 1 heure d'intervalle, ou bien pour le germe Coxiella burnetii, donc, si une seule hémoculture positive et les significative est prise comme critère majeur. Sinon, pour les critères d'imagerie, on a les critères échocardiographiques, donc, la présence de végétation,
d'infiltration, d'abcès, de perforation, de déhiscence ou des insertions de prothèses, c'est un critère majeur, ou bien une fixation anormale autour des prothèses valvulaires, donc qui est décelée au niveau donc, du PET scan au 18 FDG ou bien de la scintille au leucocyte marqué, et donc le scanner cardiaque qui a montré son efficacité pour la mise en évidence des abcès et des lésions périvalvulaires. Pour les critères mineurs, donc on a 5 critères, bien sûr, donc la prédisposition, la préexistence donc de facteurs prédisposants, notamment une cardiopathie ou bien une toxicomanie, une fièvre, donc des phénomènes vasculaires notamment emboliques, donc comme le cas de notre patient, et donc des phénomènes immunologiques, donc soit la glomérulonéphrite, donc les nodules d'Osler, donc les taches de Roth, et donc un critère microbiologique qui ne remplit pas les critères d'endocardite de critères majeurs. Alors, donc, comme dans les recommandations, donc, pour parler d'une endocardite certaine, donc, que ce soit on a un critère anatomopathologique, soit donc les critères cliniques de Duke. On a besoin de 2 critères majeurs, ou bien un critère majeur et 3 mineurs, ou bien 5 critères mineurs. Donc, pour parler d'une endocardite possible, donc, ça, on a pas donc, assez de critères. Donc, il s'agit d'un critère majeur et un mineur, ou bien 3 mineurs. Sinon, donc, le diagnostic d'endocardite peut être exclu si on a un diagnostic alternatif, ou bien donc, on a la résolution des symptômes cliniques en moins de 4 jours d'antibiothérapie, ou bien donc les critères ne remplissent pas donc les critères d'une endocardite possible. Alors, donc, le cas de notre patient, il s'agit alors d'une endocardite infectieuse certaine devant les critères suivants. Alors, on avait 2 critères majeurs, les hémocultures à gemelli et les images donc, échocardiographiques parlant, donc végétation, abcès et perforation, et les 3 critères mineurs notamment la bicuspidie, la fièvre et les phénomènes vasculaires. Donc, la conduite à tenir de notre malade, l'hospitalisation en unité de soins intensifs, la mise en condition, le monitorage et une antibiothérapie qui a été démarrée, initialement probabiliste et puis adaptée à un antibiogramme du germe identifié. Alors, l'antibiogramme a montré donc le gemellomorbiarum qui est sensible au triaxin, sensible à la vanco, sensible à plusieurs germes. Alors, pour parler un peu donc du germorbiarum, donc c'est un germe donc, qui appartenait initialement aux familles de streptocoques et puis à la famille donc des Gemella, donc qui contient 6 groupes. Donc c'est un coccigramme positif qui est responsable donc des infections donc chez l'immunodéprimé principalement et aussi chez l'immunocompétent en donnant des endocardites infectieuses avec une porte d'entrée dentaire et digestive. Donc ici c'est un article donc qui parle donc d'un premier cas donc décrit en Grèce donc de bicuspidie aortique donc compliqué donc d'endocardite infectieuse donc à cause d'un Gemella. Ici, donc, c'est un article qui parle donc d'un gemella donc d'une endocardite à gemella, donc et qui parle donc dans la discussion donc que ce germe donc principalement touche les patients de sexe masculin, donc siège préférentiellement au niveau de la valve mitrale, avec donc 50% des patients qui ont eu recours à la chirurgie. Donc notre traitement médical donc a contenu donc une bithérapie donc associée de ceftriaxone 2 grammes par jour et la gentamicine à 3 mg kg jour donc en IV avec donc une donc un diurétique donc vu que le patient il avait des PAPS à 60 mm mercure. Donc, une kinémostrice et un antidiurétique. Donc, pour parler de l'antibiothérapie probabiliste, donc, pour l'antibiothérapie probabiliste, donc, on a, selon les dernières recommandations, en cas d'endocardite sur valve native ou bien donc, une prothèse, donc plus de 12 mois, c'est-à-dire tardive. Donc, c'est l'association entre l'ampicilline, cloxacilline et la gentamicine en trithérapie, ou bien donc, en cas d'endocardite sur prothèse, donc, qui est précoce, donc c'est la vancomycine, genta plus rifampicine. Donc, on va parler en fait donc de l'antibiothérapie donc pour les streptocoques, vu que le germe donc il appartenait donc à la famille des streptocoques. Donc, le traitement quand on a un streptocoque qui a une sensibilité qui est sensible, donc on a que ce soit monothérapie pendant 4 semaines, donc à base de pénicilline, amoxicilline ou bien ceftriaxone des doses donc de 12 à 18, puis 100 à 200 et puis 2 grammes donc respectivement, ou bien donc 2 semaines d'antibiothérapie double pénigé, amoxicilline ou ceftriaxone sur le jantan. Ou bien le streptocoque qui est un peu résistant. Donc là, on va avoir recours donc, à un traitement donc, de forte dose, donc le PNG 24 000 unités, donc amoxicilline à 200 et triaxone ou bien triaxone associé à la jantan. Un des 3 associés à la jantan. Pendant 6 semaines pour la prothèse. Alors, donc, le bilan de retentissement de notre malade. Donc, un ECG quotidien a été réalisé ne montrant pas de troubles conductifs, donc un ECB stérile, une bandelette urinaire ne montrait pas d'anomalie, un setup qui a montré un AVC ischémique, un infarctus splénique, une radio thoracique qui ne montrait pas de lésion. Ici, donc, c'est l'image de l'infarctus splénique. Donc, pour les complications donc, de l'endocardite infectieuse, bien sûr, principalement les complications, elles sont cardiaques, l'insuffisance cardiaque, l'extension locale, les troubles du rythme conductif, l'abcès myocardique, les péricardites et myocardites qui sont assez rares. Les complications emboliques représentent donc la complication extracardiaque la plus fréquente, donc qui sont secondaires aux emboles qui viennent donc des végétations et qui peuvent toucher principalement le cerveau et la rate, avec donc des végétations, elles sont plus fréquentes quand les végétations elles sont mobiles et volumineuses.
avec un risque qui est accru à la phase aiguë. Donc, les autres complications neurologiques, notamment comme un autre patient, donc la vessie ischémique par emboli septique, la vessie hémorragique, les anévrismes mycotiques, les complications rénales, donc on note les glomérulonéphrite, l'infarctus rénal, l'insuffisance rénale par cause fonctionnelle ou bien par cause septique, un abcès rénal ou bien une nephrotoxicité. Donc, les complications immunologiques, notamment les taches de Rott, les nodules d'Ophir, le glomérulonéphrithe, ou bien donc les anévrismes mycotiques, donc qui sont donc de mécanismes multifactoriels qui siègent au niveau des vaisseaux de moyen grand calibre, au niveau du cerveau, de l'aorte abdominale. Donc, d'où l'intérêt donc de réaliser des IRM et donc garder en tête le risque de transformation hémorragique. Alors, pour les indications opératoires, donc les indications opératoires dans l'endocardite infectieuse, donc 3 principales indications et 3 timings, donc soit en urgence, à court terme ou bien à moyen terme. Voici selon les dernières recommandations, donc l'insuffisance cardiaque, bien sûr, représentée comme indication chirurgicale, quand on a un choc cardiogénique ou bien un OAP qui est réfractaire avec une fuite sévère, ou bien donc une fuite sévère mitrale ou aortique, donc qui est responsable d'une mauvaise tolérance échocardiographique, donc sur le plan hémodynamique, une infection non contrôlée, que ce soit sur le plan local, donc soit une infection causée par un germe fongique multirésistant, que ce soit ou bien une persistance donc des hémocultures après J7 de traitement antibiotique, ou bien une endocardite sur prothèse causée par un staphylocoque ou bien un germe donc non assez. Pour la prévention donc pour le risque embolique, donc que ce soit une endocardite mitrale aortique avec des végétations plus de 10 mm ou avec un épisode embolique, ou bien des végétations de plus de 10 mm associées à une fuite sévère, ou bien des végétations volumineuses de plus de 30 mm. Alors notre patient pose une problématique entre le risque embolique et de l'endocardite et le risque neurologique hémorragique opératoire, vu qu'il a un risque de mortalité qui est assez élevé à 11%. Donc la décision, donc la discussion, donc, selon un article qu'on a trouvé, c'est que les patients normalement donc qui présentent une endocardite infectieuse compliquée d'un AVC ischémique, il faut donc faire une discussion multidisciplinaire cardiaque et chirurgicale avec le neurologue aussi, et que dans cet article ils ont parlé donc de que la chirurgie donc chez ces patients elle est privilégiée donc entre 2 et 4 semaines pour éviter donc la complication neurologique. Et donc dans les recommandations de 2015, donc, il parle directement que la chirurgie de l'endocardite, donc quand on a une indication bien précise, parmi les 3 indications qu'on a vues, si l'état neurologique il le permet, c'est-à-dire que l'état neurologique il n'est pas dégradé et que le scanner cérébral de contrôle n'a pas montré donc de lésions hémorragiques, donc la chirurgie elle peut être faite et ne pas être reprogrammée. Alors notre patient a reçu 15 jours d'antibiothérapie avec une bonne évolution clinique, il est resté stable sur le plan hémodynamique, un contrôle scannographique ne montrait pas d'infarcissement, avec une interaction obtenue à J7 avec une régression donc des stigmates d'infection biologique. Une décision a été prise donc d'opérer le patient donc au staff médico-chirurgical. Le patient a bénéficié d'un double remplacement valvulaire mitro-aortique avec une mise en place de 2 prothèses mécaniques. Le patient actuellement apéritique, extubagie, un post-opératoire et sevré de doragile, un post-opératoire avec des examens anapathes et biologiques en cours. Ici donc le contrôle donc de l'ETT avec une prothèse qui est en place sans fuite prothétique de mon fonctionnement. Donc ici donc on a la prothèse mitrale. La prothèse aortique ici aussi qui ne présente pas de fuite. Donc, pour parler de la prévention donc, de l'endocardite infectieuse, donc, elle doit être systématique chez les patients donc, valvulaires, intérêt de la carte de la prophylaxie, et bien sûr, donc, les mesures, donc, selon la recommandation nouvelle, donc, il faut bien sûr avoir une hygiène qui est stricte, dentaire et cutanée, donc une désinfection des plaies, donc éviter l'automédication, donc l'antibiothérapie donc, au cours des infections complètes, l'éviction donc, des piercings, des tatouages. Donc, l'antibiothérapie, donc, elle est réservée aux patients à haut risque, avant les soins dentaires touchant la muqueuse orale gingivale ou bien la région péridentaire, une prise orale donc de 2 grammes d'amoxicilline ou bien donc intraveineuse 1 heure avant le soin, ou bien en cas d'allergie, donc on va avoir recours à la clindamycine. Alors donc pour conclure, donc l'endocardite infectieuse donc pathologique est lourde, donc, qui nécessite la prise en charge donc de patients donc sur plan cardiaque, chirurgical, neurologique, voire même radiologie interventionnelle pour une prise en charge qui est complète. Voilà. Oui, oui.